Star Wars, Gremlins, les Goonies, Willow, SOS Fantôme, La Petite Sirène, Les Aventures de Jack Burton, Mad Max 2, Robocop, Starship Trooper, Tron, Jurassic Park, Waterworld, Le Cinquième Élément, Maman j'ai raté l'avion, Bloodsport, Platoon, Karate Kid, L'Histoire sans fin, Predator, Un prince à New York, Alien. Ah, les années 70, 80 et 90. Des années au parfum de nostalgie pour beaucoup de cinéphiles. Les sorties de films étaient nombreuses, très variées, pleines de promesses tenues. Des films débridés, une censure moins présente, une bien-pensance générale un peu moins regardante, des effets spéciaux bien plus organiques avec automates, maquettes, animatroniques. Rares étaient les déceptions ciné. Bon, là c'est peut-être ma propre nostalgie qui parle, je vous l'accorde. Mais une chose est sûre, c'était mieux avant, bordel. Amis navigateurs, bonjour et bienvenue sur Geek on Air, ma chronique sur les films des années 70, 80 et 90. Ensemble, nous allons revenir sur quelques-uns de ces chefs-d'œuvre, tenter de les analyser dans mon rad où les clients sont encore plus rares que les victimes du Covid. Je faisais l'andouille. J'ai faisais l'idiot. J'ai faisais l'andouille, quoi. Je suis cette fois accompagné de ma peluche Alf qui va m'aider dans ce travail. Oh, génial. Bonjour. D'abord Alf, as-tu terminé mon intro que tu voulais absolument créer toi-même, qu'on puisse enfin lancer cet épisode, ma brave boule de poil? Ouais. Merci. Dans ce premier épisode, nous allons parler du vol du navigateur. Ça devient très embarrassant. Ouais, je sais. Intro. Oh, on s'en fout. T'es viré. Arrête, tu délires, là. Reste assis, bois ton café, je m'occupe du reste. Je sais que j'ai commis des erreurs et je vais tout faire pour les rattraper. Si tu le dis. Bref. Le vol du navigateur est un film américain de science-fiction familiale réalisé par Randall Kleiser, le réalisateur de Cro-Blanc, Chérie j'ai agrandi le bébé, mais surtout de Grise, en 1978, son plus grand succès en tant que réal. Le vol du navigateur est sorti le 30 juillet 1986 aux États-Unis, soit 5 mois avant Platoon, 3 jours avant Le Château dans le ciel, 12 jours après Alien le retour et 7 ans avant Jurassic Park. La production du film est pour le moins chaotique. D'abord produit par Viking Film, une firme basée en Norvège mais qui fera banqueroute en milieu de production, le film échoue dans les bras de Disney qui acceptera de le terminer sans trop croire à son potentiel. Eh bien, Mickey, je te remercie de m'avoir sauvé la vie. L'histoire est simple. Le jeune David Freeman, un garçon de 12 ans, disparaît pendant 8 ans avant de retourner chez ses parents sans avoir vieilli. Par la suite, les enquêteurs découvrent qu'au moment de la disparition, il était à bord d'un vaisseau contrôlé par un extraterrestre et tente de leur échapper. Le film n'a pas rencontré le succès qu'il méritait. La faute à une surabondance de films familiaux de type SF, fantasy et aventure sortis à cette époque. On cite entre autres E.T. l'extraterrestre, Les Aventuriers de la 4ème dimension, L'Histoire sans fin, Tron, SOS Fantôme, Gremlins, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Willow, Explorer, Les Goonies, Retour vers le futur. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Dans les années 80, ce genre de films était nombreux et d'excellente qualité. Est-ce que je peux attendre avec vous? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour voir le vol du navigateur. À ton avis, Attends, tu aimes la science-fiction? qui n'aime pas la science et la fiction? Notre film s'ouvre sur une arrivée d'OVNI, mais on se rend vite compte qu'il s'agit simplement d'un frisbee lors d'un concours canin. Lors de ce concours, David, incarné par Joey Kramer, se rend compte que son chien est con. Mais quel con. C'est trop bête ce chien. Deuxième blague du film avec une deuxième fausse arrivée d'OVNI. Eh non, c'était juste un zeppelin. Lors de son retour, nous comprenons que le petit frère de David est juste une grosse tête à claque. Ok. Le soir, la maman de David l'envoie chercher son frère Jeff. Oui, il a 8 ans, forcément chaud de se balader le soir aux US à cet âge-là. Il traverse des bois pour prendre un raccourci et tombe sur une troisième fausse alerte attaque extraterrestre. Film, ça suffit avec tes blagues à la con. Jeff? Jeff? J'ai un pistolet, alors fais gaffe! Faut faire gaffe dans les bois. Ce genre de lieu, c'est la jungle. C'est pas une jungle, mais une forêt. Oui, mais je parlais de l'ambiance et... Va te faire foutre. Mais en fait, c'était Jeff,
son petit frère. C'est à ce moment que choisit David pour tomber dans un ravin et s'évanouir. Inquiet et désorienté, il rentre chez lui. Mais... La maison de David n'est plus la maison de David. Vous êtes qui, vous? Et toi, qui tu es? Il est accueilli par un couple de vieux qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais vu. Les vieux, très pressés de se débarrasser du marmot, appellent les flics. Appelle la police. Et David se retrouve au poste. Après une petite enquête, la police locale se rend compte que David a disparu, oui. Et ses parents, on a pu les retrouver. Oui, mais jette un coup d'œil sur la date. Là, les flics font tout pour le rassurer. Qui est mort? Quel jour on est? Qui est le président actuel des États-Unis? Viens, David. Entre dans cette pièce sombre. La police ramène donc David chez ses parents, et David, après avoir reconnu ses parents vieillis, David. tombe dans les pommes. Tu sais que c'est fragile à cet âge-là, ma bonne dame. Au même moment, la NASA Security Patrol débarque sur un crash d'OVNI. Extraterrestre, OVNI, UFO. Ils sont là. Pas le temps de niaiser, nous retrouvons David fin prêt pour une batterie d'expérience avec la bénédiction des parents. Nous n'avons aucune idée de tout ce qui est arrivé. Je suis parti chercher Jeff chez les Johnson. Allez chercher Jeff. David? Jeff, par la suite, en profite pour venir voir David, son grand petit frère. Et s'excuse d'avoir été une saloperie sur pattes étant petit et de lui avoir fait peur en forêt. Je m'excuse de t'avoir effrayé comme ça dans la forêt. Jeff se barre, nous retrouvons sur place notre joyeuse équipe de la NASA Security Patrol. et leur OVNI en route pour un hangar secret. J'adore ce moment du film, avec une ambiance très mystérieuse, très typée 80. La NASA commence à procéder à l'ouverture de l'OVNI avec toutes les précautions. Vous êtes sûr de tout avoir essayé? Absolument certain, c'est complètement hermétique. À quelle En heure? même temps, à l'hôpital avec ses parents, David subit une batterie de tests qui inquiète fortement nos scientifiques. C'est là que nous pouvons comprendre que David est effectivement connecté avec l'OVNI. Ça vient du cerveau de David, ça? C'est du Bluetooth. David est invité à se rendre à la NASA pour des tests approfondis. Il est escorté dans un véhicule. Nos agents invitent David dans sa nouvelle chambre, le paradis sur Terre pour un gosse des années 80. Nous avons du G.I. Joe, un jeu d'arcade Space Turbo de Tommy, une Porsche 935 radiocommandée, un radio-enregistreur Panasonic, un gant de baseball avec sa batte de baseball phosphorescente dédicacée par Mike Schmidt, s'il vous plaît. Il y a même un Transformers Decepticon. Coucou Archéotoy. Bon ok, la NASA, vous pouvez ouvrir mon cerveau et lire à l'intérieur, vous êtes trop cool. Et c'est là que nous retrouvons Sarah Jessica Parker, qui en était à son 8e film déjà en 86. Oui, elle avait déjà notamment joué dans My Body, My Child en 82 et Footloose, pour ne citer que... Quoi, tu connais pas Footloose? Le meilleur film du monde? C'est pas moi qui le dis. Oui, comme dans Footloose. C'est toujours le meilleur film de tous les temps. Ça l'a jamais été. David se retape une batterie de test à la con et l'équipement s'affole. Les écrans commencent à afficher d'étranges données, comme les plans d'un vaisseau ou bien une carte stellaire, provenant du cerveau de David. Ils arrivent à en déduire que l'OVNI provient de Phaléon, une planète située à 560 années-lumière de notre système, que David a dû être passager de ce vaisseau et que c'est pour cela que David n'a pas vieilli. Ah oui, en vitesse lumière, le temps est ralenti, comme près d'un trou noir. J'ai vu Interstellar. 2 fois. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle. Tel qu'Einstein l'a présenté dans le paradoxe des jumeaux, le passage du temps dépend de la vitesse de l'observateur. C'est pour ça que 250 allers-retours vers la planète Phaléon à la vitesse de la lumière a pratiquement suspendu son vieillissement. Un peu plus tard, David reçoit En Bluetooth. un message du vaisseau alien, lui demandant de l'aide. Le vaisseau invite David à son bord, via l'apparition d'escaliers. Nous avons là une des premières utilisations d'environnement mapping. Technique consistant à créer un effet de miroir permettant de simuler des textures comme du métal liquide dans un décor réel. Même traitement avec le vaisseau et son design organique qui change d'apparence selon les manœuvres effectuées. À l'intérieur du vaisseau, David fait la connaissance de l'IA trimaxionnelle. Max explique à David le pourquoi du comment de sa présence sur Terre. Au fait, qu'est-ce que t'es venu faire sur Terre? J'ai été envoyé de Phaléon pour extraire des formes de vie dans différentes galaxies afin de les étudier. David accepte d'aider Max dans son projet, mais il lui fait promettre de le ramener chez lui quand cette mission sera terminée. Le vol du navigateur commence. Bordel, il était temps. 54 minutes que le film a commencé. David découvre l'intérieur du vaisseau spatial, avec ses gadgets étranges et ses créatures. Nous découvrons alors une ménagerie fort sympathique, telle que le... Yarponti qui vient de Pétrolier du Sud. Il doit venir de ta planète, peut-être. Melmac? Non.
Toi aussi t'étais là pour nous étudier, pour voler nos vaches et nos dodos. Ah ben on ne peut rien te cacher. Après le Gargonti, nous découvrons d'autres espèces aliens. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un hospital. T'aimes vos spidales? Mais toute ma tendresse revient à ce magnifique Puka Puka, car... Il vient du nord de Yakuka. Tout doucement, une amitié se crée entre l'enfant, Lia Max et le Puka Puka. Max décide de récupérer les cartes stellaires pour le chemin retour vers Phaléon, qui était, je vous le rappelle, caché dans le cerveau de David. Par la suite, Max montre à David comment conduire le vaisseau spatial, qui se montre assez vite à l'aise dans sa conduite. La VF est géniale. Avec pour David, le doubleur Jackie Berger. Mais si, vous le connaissez, c'est la voix française de 2001 d'Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est le fils de Rocky dans Rocky 4. C'est aussi le Dalai Lama de 7 ans au Tibet. Je veux bâtir une salle de cinéma. Ici, au Potala. De divers personnages de l'univers de Dragon Ball et surtout Arnold, d'Arnold et Willy. Vous me faites beaucoup trop manger. Bah, il faut manger à ton âge. Ouais, mais j'ai aucune envie d'avoir plus tard le ventre énorme des gros messieurs. Toujours tout droit. Une voix que j'adore. Il y a aussi pour Max l'IA extraterrestre le doublage par Marc de Georgie, qui s'occupe entre autres de la voix française de Brian Deney, le méchant bureaucrate que Stallone menace après un pétage de plomb dans Rambo 2. Coucou. Il s'occupe de la VF de Robert Redford aussi. Pas dégueu le CV. Ah ouais, il a joué entre autres dans une pub pour les Pastivix. Vous vous souvenez? Elles contiennent du menthol et de l'eucalyptus. Au même moment, David s'arrête à une cabine téléphonique, contacte son frère pour lui demander de l'aide pour retrouver sa maison via quelques feux d'artifice qu'il devra tirer sur le toit de celle-ci. Si j'envoie des fusils du toit de la maison, tu trouveras? Le tout sous le regard médusé d'un cliché de redneck étoffé du bas-ventre découvrant l'OVNI et Max. Hé, Bibendon, t'es trop gonflé, fais gaffe à pas éclater avec le soleil. C'est Miami Beach, on est presque arrivé. David et Max aperçoivent au loin les feux d'artifice tirés par Jeff et rentrent enfin à la maison. Regarde, mais qu'est-ce que c'est que tous ces camions? Mais ils remarquent la police, diverses agences américaines et des scientifiques qui l'attendent aussi pour leurs tests. Je vous aime tous. Allez hop, Max, on y va. Non, David! Comprenant que sa vie ne sera plus jamais la même, David et Max décident malgré la dangerosité de la manœuvre de voyager dans le temps et de retourner en 1978, là où tout a commencé. Si tu repars dans le temps avec moi, tu risques d'être vaporisé. Je te le dis, c'est très dangereux. Tu en es vraiment sûr? Ouais. Allez, je me lance. Ah, je plaisante. C'est reparti pour un vol dans l'espace. Petite phrase larmoyante. Tu vas me manquer, tu sais. Toi aussi, tu vas me manquer. Là, David se réveille de nouveau dans la forêt du début. Il retrouve soulagé sa famille en 78 qui ne se doute de rien. Et on découvre que David a ramené avec lui le Puka Puka avec qui il s'était lié d'amitié. Tout est bien qui finit bien pour David qui n'oubliera jamais son vol du navigateur. Alors Alf, t'as aimé le film? C'est peut-être la fatigue, mais je n'ai pas tout compris. Moi aussi. Ce film est génial. Il respire ces productions d'époque que j'aimais tant étant gosse. Les personnages attachants, l'humour, les effets spéciaux souvent en avance sur l'époque, des fois un peu ratés, mais on lui pardonne. Dialogue, prise de vue, photographie. La BO, superbe. Ah, les musiques mes amis, sont clairement un des points forts du film et nous restent en tête. Ce n'est pas un hasard, nous la devons à ce bon vieux Alan Silvestri. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Ben oui. C'est le mec derrière les musiques de Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump. Le mec a pas mal bossé avec Zemeckis en fait. Il a aussi composé les musiques de Predator et Abyss. Ça donne un film de très bonne qualité qui mérite d'être vu au moins une fois. Si sur Retour vers le futur, Alan Silvestri utilise des tonalités de type orchestral, sur le vol du navigateur, nous aurons surtout droit à des sonorités de type synthé pop. Vraiment entraînante, prouvant que quel que soit le type de musique demandé, Alan Silvestri est un génie à l'aise dans son domaine.
Bordel, ce mec est possédé par le talent. Quant à Joey Kramer, qui incarne David, ce fut un des derniers de ses films, n'ayant pas spécialement percé à Hollywood. Pire, il partira vivre au Canada où il sera plusieurs fois arrêté et emprisonné pour divers délits tels que port d'armes illégales, possession de drogue, fuite d'un contrôle de police, conduite dangereuse et l'apothéose, le vol d'une banque. Un documentaire, Life After the Navigator, revient sur sa vie après le tournage de ce film. Joey Kramer et plusieurs personnes ayant travaillé sur le film y sont interviewées. Je ne peux que vous le recommander. Il faut savoir que 2 vaisseaux furent utilisés pour le tournage. Un d'eux est exposé au Studio Tram Tour dans le parc Disney World en Floride. Dites-moi s'il y est toujours, je crois pas. J'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Quant au deuxième, il fut recyclé en décor d'un stand de buvette, toujours à Disney World. Style vaisseau tout droit sorti des années 60, comme dans les Jetsons. Voilà mes chers navigateurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans mon rad miteux. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir. Abonnement, like, la cloche. Il ne me reste plus qu'à vous saluer bien bas et à vous dire... See you later, navigateur. C'est toutefois un défaut. Ils sont défoncés dans le faux public ou quoi? Mais je vous l'ai pas, je cache là. Mais arrêtez de rire! Hunting Mao! Jeff?